Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc on vous accueille aujourd'hui sur le premier live de Mi-Cuit, donc sur le thème des addictions. Donc aujourd'hui, on va aborder toute la problématique de l'addiction avec notre spécialiste Yann, qui est présent parmi nous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous, Yann Botrel. Je suis hypnothérapeute spécialisé en addictologie. J'ai aussi un parcours d'infirmier. J'ai travaillé une dizaine d'années dans les structures hospitalières. Je suis ravi de faire cette conférence avec vous. Vous m'avez sollicité et je vous en remercie parce que dans mon métier, pouvoir s'ouvrir et faire de la prévention, c'est quelque chose d'hyper important. Et je m'aperçois qu'en discutant avec de nombreuses personnes, il y a souvent des idées reçues sur les addictions. Et parfois, il faut casser certains codes et dédramatiser beaucoup parce que il y a toujours des solutions et il y a vraiment beaucoup d'armes à notre disposition si on les connaît. Donc, je suis ravi d'échanger avec vous et je vais essayer de répondre de manière assez simple et très pragmatique sur vos éventuelles questions. Alors, peut-être, si je fais une petite introduction, peut-être qu'il faut d'abord situer le cadre de quoi on parle parce que finalement, c'est quoi une addiction ? Comment on sait qu'on peut être dépendant à une substance, comment on sait qu'on a un rapport dangereux avec l'alcool, le cannabis, tout ce que vous voulez, parce que bien sûr, la plupart des gens vont utiliser de manière soit modérée, soit de manière un peu trop importante de ces substances, mais c'est pas pour ça qu'il faudra traiter ou qu'il y aura une dépendance ou qu'il faudra s'inquiéter. Donc, en fait, le terme d'addiction vient du latin, ça vient du latin addicere, qui veut dire être esclave de, être asservi. Donc voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent prisonnier d'une substance ou d'un comportement, parce qu'en fait c'est la même chose, il y a des gens qui sont dépendants au jeu par exemple, bah, c'est là où il va falloir traiter et c'est là où il va falloir surtout s'inquiéter parce que ces consommations peuvent envoyer les gens vraiment dans le mur. Donc il y a beaucoup de personnes effectivement qui font ce qu'on appelle du mésusage, c'est-à-dire qu'on abuse de substances mais sans développer de dépendance. Et heureusement, c'est 95% de la population. Et j'allais dire, c'est un circuit un peu logique dans la vie d'étudiant, puisque c'est vraiment typiquement là où on va pouvoir peut-être abuser un peu de substance de manière récréative. Et à peu près 5% de la population d'étudiants qui va dériver sur une addiction à plus ou moins long terme. Et c'est là, effectivement, il faut y avoir des points de vigilance. Donc, en fait, il y a une règle vachement simple pour savoir si on a un rapport addictogène à un produit. C'est la règle des 4C. C'est une règle que j'aime bien parce que c'est très simple. Et si vous avez un décès, en fait, il va falloir peut-être se poser quelques questions. Il y a C comme perte de contrôle. C'est-à-dire que, typiquement, on va dire, allez, je vais boire un verre ou deux, ou un dernier pour la route, que c'est classique, et puis en fait, on n'arrive pas à s'arrêter, c'est-à-dire qu'il y a une bascule. Où on va dire, je fume un joint, et puis finalement, on va en enchaîner, on ne peut plus pouvoir s'arrêter. Finalement, cette notion de bascule. Après, il y a C comme conséquence, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas bon pour la santé, qu'il y a un risque, mais ça suffit pas pour arrêter. Si bien que quand on dit à quelqu'un qui est dépendant, arrête de boire, arrête de fumer, c'est terrible parce que c'est hyper culpabilisant, parce que c'est pas si simple en réalité. Après, il y a C comme compulsion, c'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher d'utiliser le produit, et il y a un effet de soulagement immédiat lorsqu'on utilise le produit. En réalité, il y a une anxiété qui monte jusqu'à la consommation, qui est un peu insidieuse, on s'en aperçoit pas forcément, mais il y a une anxiété qui monte, un soulagement immédiat lorsqu'on utilise le produit, et après, il y a ce qu'on appelle la descente, et la descente, c'est la culpabilité, en fait. Bah mince, encore, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Alors, suivant les produits, c'est plus ou moins fort. Pour la cocaïne, par exemple, une descente, c'est juste horrible. Ce qui se passe derrière une descente de produits comme la cocaïne. Mais après, même sur la cigarette, on va retrouver cette culpabilité. Et plus on avance dans la consommation et dans le temps, plus cette culpabilité peut être importante. Et c'est pour ça aussi que des gens qui sont très ancrés dans des addictions, il y a aussi des risques suicidaires à pas négliger derrière. Et puis le dernier C, et c'est là où je pense c'est vraiment la clé de la chose, c'est le craving. Et le craving, c'est le besoin impérieux d'utiliser le produit. Et si vous avez les capteurs qui s'allument, alcool, cannabis, tabac, le craving est toujours là. Mais si vous avez envie de consommer de l'alcool à certains moments de la journée et que vraiment il y a le cerveau qui vous dit va boire, si vous vous organisez autour de vos consommations, si vous cherchez un peu tous les prétextes à boire, si par exemple, typiquement, vous fumez du cannabis, il vous reste très peu de produits et vous êtes en panique, ça veut dire que quand même il y a une emprise du produit qui est très importante. Et après, d'une manière générale, pour simplifier, en fait, c'est quand on passe d'une consommation plaisir à une consommation besoin. À partir du moment où on a le besoin de consommer, il faut faire attention parce que là, vous utilisez le produit finalement comme un médicament et c'est là où ça peut devenir un peu dangereux. Comment t'appelles le dernier mot, là, craving ? Craving. C-R-A-V-I-N-G. Alors, j'ai prévu mon joli petit paperboard. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop.
Craving. C'est un terme anglo-saxon. Hein, voilà. Ok, ça marche. En fait, peut-être une chose aussi qui est importante, c'est qu'on a tendance parfois à croire que suivant les produits, c'est plus ou moins grave ou plus ou moins sérieux. Quand on dit héroïne ou cocaïne, on fait, oh là mon Dieu, dans quoi tu t'embarques? Alors que le cannabis, finalement, on dit, bon, on se fume un pet, c'est plutôt récréatif. Mais c'est un peu une idée reçue parce qu'en fait, le mécanisme addictif, il est absolument le même. Et finalement, à partir du moment où vous êtes dépendant d'un de ces produits, qu'il ait une bonne réputation ou pas, ben, vous avez les mêmes problèmes, en fait. Hein. Et il y a des gens, enfin, moi je vois beaucoup de fumeurs de cannabis qui fument jusqu'à 10-15 joints par jour. Évidemment, quand on a dérivé vers cette addiction-là, c'est plus du tout la drogue super sympa que, voilà. Et lorsqu'on avait préparé un petit peu cette visio, vous m'avez souvent parlé de notion de drogue douce et de drogue dure. Et c'est un truc qu'il faut absolument casser, parce que d'ailleurs, ça s'emploie plus en termes médicaux. Avant, on disait que, par exemple, l'alcool ou le cannabis était une drogue douce, et que, par exemple, l'héroïne ou la cocaïne étaient des drogues dures. Mais c'est un non-sens complet, parce que si on fait il y a beaucoup d'études qui ont montré que si on fait le cumul des risques, par exemple, pour l'alcool, entre les risques psychologiques, sociaux et physiques, bah, de loin, l'alcool est la substance qui fait le plus de ravages dans le monde. Donc, il n'y a plus du tout ces notions-là. De même qu'avant, il n'y avait pas d'addictologues, il y avait des toxicologues, des alcoologues, des tabacologues, il y avait toute une série de hogs. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était une connerie parce qu'on traitait les produits exactement de la même manière, en fait. Le problème, c'est l'addiction, c'est pas le produit en soi, en fait. Exactement, exactement. Et en fait, l'addiction, donc, en fait, c'est la conjonction de trois facteurs. C'est l'individu tel qu'il est, donc avec votre composant psychologique, avec ses forces et ses faiblesses. Il y a, on dit, à peu près 20% de capital génétique, c'est-à-dire la faute à pas de chance. Et quand on monte un peu la généalogie familiale des gens addicts, on s'aperçoit qu'il y avait un tonton qui picolait un peu, il y avait, voilà, et ça redescend souvent au niveau familial. Donc il y a la faute à pas de chance, capital génétique. Après, il y a l'environnement, parce qu'il y a des gens qui décrivent des cuites à 6-7 ans, parce qu'ils ont baigné dans un milieu où l'alcool était très présent. Typiquement, moi j'ai beaucoup de restaurateurs qui sont dans l'alcool, parce que forcément, ils sont entourés de ça. Et puis après, il y a le produit quand même, parce qu'ils ont tous une fonction. Et c'est, voilà, dis-moi ce que tu consommes, je te dirai comment tu fonctionnes. Et ils ont tous des effets quand même différents. Il y en a qui sont plutôt sédatifs, comme l'alcool ou le cannabis. Il y en a qui vont être plutôt stimulants, comme la cocaïne. Il y en a qui vont être hallucinogènes. Donc, en fait, voilà, on fait un petit mixte. Et chez les gens addicts, il y a des gens qui vont être addicts de l'une, deux, trois substances et pas d'autres parce qu'ils vont aller chercher ces effets-là. Donc, le produit a quand même une différence à ce niveau-là, c'est qu'on va y chercher quelque chose et qu'il y a toujours quand même un bénéfice secondaire parce que sinon les gens arrêteraient. Moi, j'avais une question sur les produits hallucinogènes. Est-ce que ça présente plus de danger pour le cerveau au niveau neurologique que d'autres produits? Alors, ça dépend parce que des produits, tu as des produits qui sont très naturels. En fait, ça existe depuis la nuit des temps. Il n'y a pas de société sans drogue. Mais des produits hallucinogènes, avant le chamanisme, par exemple, on les utilisait d'ailleurs comme médicaments. Et la plupart des substances, d'ailleurs, qui aujourd'hui sont des drogues, étaient utilisées avant comme médicaments. Tu as toute une batterie de produits hallucinogènes dans la nature, les champignons. Et puis après, tu as les drogues de synthèse. Les drogues de synthèse vont être à la limite souvent plus dangereuses parce que forcément, plus on avance dans le temps, plus on met de la merde dedans. Alors que les produits naturels, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux, mais malgré tout, il y a souvent un peu moins de risques. Mais les produits hallucinogènes, d'une manière générale, consommer seul, il n'y a pas souvent des risques. Déjà, ce n'est pas des produits tellement qui rendent addicts, on va les utiliser un peu plus de manière récréative. Il n'y a pas beaucoup de dépendance aux produits hallucinogènes. Par contre, s'ils sont associés avec de l'alcool ou de l'héroïne, ou là, parfois, ça peut faire des cocktails qui sont détonnants. Et on a plus de risques, par contre, sur ces produits-là, par exemple, ce qu'on appelle des bad trips, quoi. C'est-à-dire, on va faire des mauvais délires. Et il y a des gens, par exemple, qui se jettent par la fenêtre. Voilà. Il y a des gens qui tombent dans une parano extrême qui nécessitent une hospitalisation. Ça, c'est plus fréquent. Après, tous ces produits-là, j'allais dire, c'est surtout sur le long terme, en fait. Parce que bien évidemment, si tu te prends une cuite un samedi soir, bon, voilà, au pire, alors, il y a quand même des risques aigus, parce que tu peux faire un coma éthylique. Mais par contre, si tu te prends des cuites tous les week-ends pendant 10 ans, c'est autre chose. Tu vois. Ok, ouais, je vois tout à fait. Le problème avec l'alcool, moi j'ai le sentiment que c'est ça, en fait. C'est que ça peut aller très vite, on peut très vite le banaliser. On peut très vite boire un coup entre amis, ou même nous, on est commerciaux. À l'époque, quand on pouvait aller au restaurant,
Enfin voilà, on peut très vite prendre des mauvaises habitudes. Mais après, faut détecter où est la frontière en fait entre ça va, je m'amuse, je me fais pas de mal, et le problème où je commence à mettre la tête dans une spirale qui est pas spécialement bonne pour moi. C'est ça. Après, il y a souvent des petits signes d'alerte. Alors, effectivement, par exemple, quand tu vas au restaurant à midi, dans le cadre de ton boulot, si tu as tendance à appuyer un peu trop et que tu ivre au travail, c'est vrai que quelque part, il y a un petit souci. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as pas réussi à doser ou tu n'as pas réussi à trouver la bascule. Il y a souvent des alertes. En fait, les alertes, souvent, elles viennent de l'extérieur. Alors, des fois, c'est mal pris parce que c'est un peu compliqué. Mais quand quelqu'un te dit, par exemple, ouais, t'appuies quand même, quoi. Alors avant, on disait, putain, tu tiens bien. Il y avait un côté, ouais, il est bon, il tient, mais n'empêche que quand on vous dit que tu tiens bien l'alcool, des fois, il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'on caisse un peu mieux, en fait. Ça veut dire qu'on a peut-être un peu poussé, quoi. Je pense qu'il y a aussi intéressant à savoir, c'est le mécanisme addictif, parce qu'en réalité, comme je vous le disais, quel que soit le produit ou la substance ou le comportement, c'est toujours la même chose. Alors, je vais essayer de faire vous allez me dire si vous voyez bien. Ça, en fait, ce serait votre niveau de morale, on va dire normal. Vous êtes ni triste ni euphorique. Ça, ce serait une dépression. Et ça, ce serait l'euphorie. En fait, à chaque fois que vous allez toucher ces produits, que ce soit le tabac, l'héroïne, la cocaïne, tout ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle des substances psychoactives. Alors pour le tabac, c'est la nicotine, le THC pour le cannabis, etc. En fait, à chaque fois que vous allez consommer ces trucs, ça va aller titiller une petite zone du cerveau qui est à droite, c'est le système limbique. C'est le circuit de la récompense et du plaisir. Je ne sais pas s'il y en a qui fument parmi vous, mais la première fois que vous avez touché une cigarette, vous étiez comme tout le monde, comme moi j'ai dû faire peut-être 14-15 ans, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a une chose de sûre, c'est que vous l'avez trop dégueulasse. Parce que ça fait tousser, ça donne envie de vomir, enfin, tout ce que vous voulez. Et pourtant, vous y êtes revenu, donc il se passe bien quelque chose. Alors, il y a la nicotine qui rend dépendant, mais il se passe autre chose. C'est qu'à chaque fois que vous touchez ces produits, et c'est exactement pareil pour l'alcool, donc ça détourne le circuit de la récompense, et ça vous envoie un petit shoot d'hormone qui est la dopamine. C'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Donc en fait, hop, ça va stimuler le cerveau et ça vous envoie autre chose, qui vous donne un effet un peu euphorique, qui passe un peu inaperçu, mais qui est bien réel, mais qui reste pas longtemps dans le corps. Donc vous y retournez. Sauf qu'au bout d'un moment, le cerveau, il demande d'augmenter les doses pour lâcher le shoot de dopamine. C'est pour ça que vous passez d'une cigarette à 5, 10 paquets, ou vous passez d'un verre à 10 verres. Et sauf qu'au bout d'un moment, et c'est là où le piège commence à se refermer quand la personne tombe addicte, le cerveau comprend que la dose, elle n'est pas normale de dopamine. Parce qu'en fait, la dopamine, c'est une hormone de survie. C'est quand vous mangez, vous recevez un shoot de dopamine pour prendre du plaisir et pas mourir de faim. Donc là, le cerveau coupe les circuits. Et c'est là où le piège se referme, la courbe, elle descend là, en fait. Et donc, c'est propre à toute addiction, c'est qu'au début, on en prend pour être bien, il y a un effet euphorique et sympa, et après, on en prend pour pas être mal. Et cette notion que, par exemple, la cigarette va apaiser, ça me soulage, ça m'apaise, en fait, c'est un leurre, ça soulage juste entre deux prises. Mais la réalité, c'est que le stress est continuellement entretenu. Et par contre, quand on arrête les dépendances, quand on arrive à mettre les produits à distance, le corps est bien foutu, c'est pas irréversible, les hormones se remettent en place, et boum, badaboum, vous reprenez un circuit hormonal qui est normal. Donc en fait, il se passe, alors on peut pas expliquer ça que par de la chimie, de la neurologie, parce qu'il y a plein de choses comportementales là-dedans. Mais quand même, l'addiction, c'est une maladie neurologique, c'est pas une maladie psychiatrique. Et on voit bien que dans le corps, il se passe énormément de choses. Et on comprend mieux en fait pourquoi c'est une maladie et qu'on en devient addict. Et c'est une réelle maladie, quoi. Moi, j'ai des patients qui me disent qu'ils ont des défauts, qu'ils ont un vice, ils en ont deux. Donc bon, la première des choses, c'est que je leur explique que c'est pas un vice, que c'est une maladie, quoi. Alléluia, ça se traite très bien. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que ces gens qui viennent vous voir, ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont addicts, ou est-ce que c'est d'autres personnes de leur entourage qui leur disent ou qui leur font le constat qu'ils sont addicts? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à savoir aussi. C'est que l'addiction, on le sait pas forcément soi-même. Enfin, c'est d'autres gens qui peuvent nous éclairer là-dessus. Et je voulais savoir dans votre cas si c'était dans quel cas souvent les gens étaient dans ces cas-là. On voit un peu tout, mais c'est vrai que quand les gens viennent consulter, malgré tout, bien souvent, ils sont arrivés à un stade de consommation qui est quand même déjà bien avancé. Et parfois, effectivement, c'est l'entourage qui pousse à la consultation. Il y a des gens qui veulent simplement faire un point sur leur consommation parce qu'ils sentent quand même qu'il y a un truc qui déconne. Et le fait d'en discuter, parfois, ça éclaire et puis on voit ce qu'on fait. C'est toujours compliqué pour l'entourage parce que l'entourage, ils sont souvent super inquiets parce que ça arrive à des consommations pas possibles. Ils voient que le conjoint ou le fils va dans le mur. Le problème, c'est qu'il faut aussi expliquer aux gens qu'on ne peut pas soigner les gens contre son gré et que si on pousse un peu trop les gens, finalement on les braque et alors là on peut plus rien faire.
Donc, il faut l'entourage, c'est toujours ce que je leur dis, il faut montrer que vous êtes là, il faut pas culpabiliser. En même temps, bien sûr, si votre fils arrive bourré le soir à 3 du matin, vous marquez votre mécontentement, mais il faut faire attention de ne pas plus culpabiliser, puisque, comme je te l'ai dit, la maladie provoque de la culpabilité. Donc, c'est toute la difficulté aussi et les familles passent par tous les stades, hein, la colère, ils essaient d'être sympas, les ultimatums, etc., etc. Après, le déni fait souvent partie de la maladie en elle-même, parce que le cerveau, le jugement est modifié. Et moi, typiquement, encore cette semaine, j'ai une personne qui me dit, moi, finalement, je bois pas trop, quoi. Elle me met une bouteille de rhum par jour. Donc, le jugement est complètement faussé. Il y a ce déni qui est souvent très long, très important. Et tout le travail de l'addictologue, justement, c'est de faire verbaliser ça et de faire prendre conscience à la personne qu'elle n'est pas du tout dans une consommation normale. Et il faut le faire vraiment avec finesse, parce que avant, quand vous alliez voir un addictologue, bien souvent, il vous disait, ouh là là, mon pauvre monsieur, il faut vite tout arrêter, sinon vous êtes foutu. Et du coup, les gens disaient oui, oui, pour faire plaisir, mais ça marchait pas. Aujourd'hui, on a des nuances, on essaie de faire réduire, on essaie de réduire les risques, on va au rythme des patients et on n'est plus dans la dramatisation. Moi, je récupère bien souvent des patients qui me disent qu'ils sont tombés sur des médecins, des thérapeutes qui leur ont mis la tête dans les chiottes, quoi. Enfin, je parle un peu cru, pardon, et c'est terrible parce que c'est des gens qu'on peut perdre vraiment, qui peuvent vraiment s'enfoncer dans les addictions. Moi, j'ai une dame, par exemple, qui était infirmière et qui était dépendante au cannabis. On lui a dit, mais vous êtes dingue, vous êtes infirmière, vous connaissez les risques. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, le niveau social ou le métier. C'est un non-sens. Moi, j'étais intéressé aussi par le choix que tu as fait d'utiliser, on va dire, l'hypnose, ou c'est peut-être plus général pour, on va dire, contrer ça. C'est quoi, en gros, les grands intérêts de l'hypnose, surtout dans les addictions, pour les addictions? Alors justement, l'hypnose est de plus en plus utilisée pour les addictions parce que l'hypnose, c'est un phénomène qui est naturel, qui nous arrive toutes les 2 heures à peu près. Quand physiquement tu es quelque part et que ton esprit vagabonde, c'est déjà l'hypnose. Par exemple, quand tu conduis, tu vois, tu conduis, tu penses à un truc, et après tu dis, voilà, faut que je regarde la route quand même. Parce que ton esprit est un peu ailleurs. Donc là, le but, c'est d'aller beaucoup plus profond et d'envoyer des messages à l'inconscient. Parce qu'on fonctionne sur 2 modes, conscient et inconscient. Le conscient, c'est 20% de nous, c'est tous nos faits et gestes, alors ce qu'on fait vachement bien. Et puis, c'est aussi toutes les barrières qu'on se met. Je suis pas bien, je vais pas y arriver, je suis nul, j'ai besoin d'un verre pour aller mieux, tu vois. Donc, si consciemment, je te dis, Johan, il faut que tu arrêtes de boire, ça marchera pas. Par contre, je sais pas si tu vois, excuse-moi. Et par contre, si inconsciemment on envoie des messages, on va avoir des super résultats. Parce que l'inconscient, c'est le siège de nos ressources, nos potentiels, nos émotions. Il y a un trait très commun aux personnes addictes, souvent, c'est une difficulté à gérer les émotions en réalité. Et parfois bonne ou mauvaise d'ailleurs, il y a un peu un trop-plein, on met le couvercle dessus, on fume, on picole, et parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Et l'hypnose, on touche à fond dans l'émotionnel en fait. Et ça passe par beaucoup de sensations, sensations du corps, sensations, et du coup ça réveille justement un petit peu ces sensations que les gens anesthésient avec les produits. Donc on réveille un peu le corps et l'esprit avec ça. Message inconscient, aujourd'hui, vous avez sûrement entendu qu'on faisait des interventions chirurgicales avec l'hypnose. Donc ça veut dire, là, moi, à côté de chez moi, on opère des prostates, on ouvre le bide sous hypnose. Au cerveau, on dit que tu n'as pas mal. Moi, je dis au cerveau, tu n'as pas besoin de boire. C'est pas raccourci, mais c'est un peu le principe. On arrive à avoir des bons résultats. Et ça peut potentiellement fonctionner avec tous les produits, que ce soit, oui, je sais pas, par exemple le sucre, le jeu ou... Oui. Alors, le sucre, tu as raison d'en parler parce que c'est une réelle addiction qui est très méconnue et parfois un peu méprisée. Et je traite beaucoup d'addictions au sucre, et notamment des fumeurs qui ont fait une dérivation d'addiction, qui sont arrêtés de fumer et qui tapent sur le sucre, mais c'est une vraie substance psychoactive et tu as raison d'en parler. Après, il faut faire attention parce que si je disais à certaines personnes, je vais vous sevrer en une séance d'hypnose et tout va aller bien, je serais le dernier des charlots parce que déjà, il y a des produits qu'on ne peut pas faire un sevrage brutal, c'est dangereux. Alors, il y a deux produits. Si on fait un sevrage brutal, on risque de décéder. Alors, tiens, à votre avis, quels peuvent être ces 2 produits? Il y a l'alcool dedans. Ouais. La cocaïne? Non. C'est les benzodiazépines. Il y a beaucoup de gens, alors le Xanax, l'Exomil, tous les tranquillisants. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts à ces produits-là et qui consomment du Xanax ou enfin des benzos à grosse quantité. Il y a des grosses addictions aussi aux anti-inflammatoires, aux corticoïdes, mais ça, il y a des gens qui, pour les médecins, peuvent se faire prescrire du tramadol, par exemple. Les benzodiazépines, si vous faites un sevrage brutal, vous pouvez y rester. Et l'alcool, effectivement, c'est pareil. Un sevrage brutal, ça peut provoquer un choc neurologique, ce
qu'on appelle le délirium tremens. Et aujourd'hui, si j'ai des gens, et ça m'arrive assez régulièrement, des gens qui vont boire 3 bouteilles de vin par jour, bah, je leur dis non, moi je vous fais pas un sevrage comme ça brutal parce que vous pouvez y rester. Il faut être accompagné médicalement et bien souvent il faut quand même une hospitalisation parce que il faut vraiment un accompagnement d'une équipe médicale la première semaine qui est importante. Le tort qu'on a eu bien souvent par contre, c'est que bien souvent ces gens-là, on les mettait en clinique, on les sevrait et puis boum, voilà, super, vous êtes contents, mais il n'y a aucun suivi derrière. Donc c'est des gens qui rechutaient systématiquement parce que derrière, le sevrage physique est une chose, mais le comportemental en est une autre. En réalité, c'est un réapprentissage quand on arrête une substance, parce que c'est consommer, ça occupe beaucoup de place, ça a une fonction, notamment les fumeurs de cannabis. Il y a tout un rituel, il faut rouler, il y a les odeurs, il y a plein de choses. Donc c'est un réapprentissage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on utilise le produit parce que c'est la béquille qu'on a trouvée. Ben, il faut la remplacer par autre chose, parce que si l'abstinence est malheureuse, c'est vous à l'échec. Donc il faut vraiment développer le projet de vie, c'est ça que je fais avec mes patients, c'est comment vous voyez la suite. Parce qu'on va vous sevrer, c'est une chose, mais si vous êtes malheureux comme une pierre derrière, ça n'a aucun sens. J'ai une question, Yann. Est-ce qu'on peut être addict à un produit, mais avec une consommation irrégulière? Je précise. Par exemple, si, moi je prends un autre cas, si on est étudiant, si on consomme des produits n'importe lesquels durant des soirées, et par contre les soirées sont à intervalles irréguliers. C'est une par semaine, ou alors la prochaine, elle a lieu dans 3 semaines. Est-ce que le fait de consommer des produits auxquels on n'a pas l'habitude de consommer, justement, seulement durant ces soirées, est-ce que c'est une forme d'addiction, même si on ne consomme pas, par exemple, tous les jours? Il peut y avoir une addiction, effectivement, et c'est justement un piège, parce que les gens, notamment, alors là, je pense à l'alcool, les gens, souvent, ont tendance à dire « mais moi, j'ai pas de problème avec l'alcool, je bois pas tous les jours ». Parce qu'on a cette représentation du mec avec le pif rouge qui va aller au bistrot le matin. Mais la réalité, c'est pas ça, c'est justement la majeure partie des consommations et des gens qui sont dépendants, ils consomment de manière régulière, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une dépendance physique encore très forte, mais là, il y a une dépendance comportementale et on en revient toujours au même. Si les gens boivent même à intervalles, même s'il y a des pauses de consommation, mais que par contre, ils sont quand même à un certain moment dans ce craving, c'est-à-dire qu'à certains moments, ils ressentent ce besoin d'aller boire, là, il y a une belle addiction. Si par exemple, les gens sont dans un cadre festif et qu'ils vont boire, qu'ils vont fumer, et puis que ça reste là et que le restant de la semaine, ils sont très heureux comme ça, il n'y a pas de souci. Même s'il y a un danger, il y a des risques physiques, sur la santé, mais la dépendance n'est pas installée. C'est ce qui se passe, heureusement, dans 90% des cas. Mais c'est vraiment cette notion d'avoir besoin d'eux. C'est-à-dire si on est attiré par l'alcool ou le cannabis parce qu'on a envie d'avoir les effets, mais que finalement l'entourage, on s'en fout, on pourrait boire chez soi ou qu'on cherche des prétextes, c'est là où il faut faire attention. Parce que la bascule peut très vite arriver. Donc l'un des points clés quand même de l'addiction, c'est une consommation régulière et assez fréquente du produit. De toute façon, à partir du moment où tu es addict, tu fais une consommation régulière, c'est sûr. Mais c'est assez particulier parce que, par exemple, tu as des personnes qui vont fumer 2 paquets de cigarettes par jour, c'était mon cas, moi, et qui s'arrêtent très facilement. Tu as des gens qui fument 2 cigarettes par jour et qui n'arrivent pas du tout à s'en défaire parce qu'en réalité, ils ont une addiction à ce peu de cigarettes qu'ils fument qui est très très forte et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Donc, c'est très étonnant parfois, la force de l'addiction. Et il y a des gens qui sont très addicts d'un produit, par exemple, qui boivent beaucoup et qui arrivent à consommer modérément du cannabis d'une manière un peu plus récréative. Donc, il n'y a pas vraiment de règle finalement. Mais à partir du moment où ça devient gênant pour la santé, pour le social, pour je ne sais quoi, c'est là où il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une question d'âge? Parce que j'imagine que le mécanisme vraiment profond de l'addiction, il se déclenche pas non plus en une prise ou sur une très courte période. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à être addict? Est-ce que si j'ai, je sais pas, on est un peu plus vieux, mais si j'ai 15 ou 16 ans, je peux quand même commencer à avoir ce mécanisme qui se met en route? Il n'y a pas d'âge pour les addictions. Il y a des gens qui vont tomber addicts tard. Et bien souvent, c'est quand même des parcours de vie qui font que les gens tombent addicts ou basculent dans l'addiction. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que plus les addictions arrivent précocement, plus il y a quand même une forme de gravité. Et notamment, quand on voit des ados qui sont dans des addictions lourdes, à 13-14 ans, on sait qu'il y a quand même des comorbidités psychiatriques associées. Donc, effectivement, plus on tombe tôt, plus il y a quand même un facteur de gravité important. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles. On voit vraiment à tout âge des gens qui toute leur vie ont une consommation assez maîtrisée, puis boum, d'un coup, ça bascule.
Autre question, est-ce que ça prend plus ou moins longtemps de se rétablir d'une addiction selon ce qu'on a pu consommer ou selon ce qu'on consomme? Est-ce que tu observes qu'il y a un rétablissement plus ou moins long selon les substances, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu appelles rétablissement? C'est intéressant cette notion. Je sais pas, qu'il arrête cette addiction, que le patient ne soit plus, ne considère plus ce produit-là comme essentiel à sa vie, quoi. C'est ça, ce que j'entends par là, c'est guéri, quoi, de cette addiction. Mais je comprends ta question, mais je te dis ça volontairement parce qu'en réalité, on addict toute sa vie. Et l'addiction, c'est une maladie chronique. Et si, voilà, si un fumeur, typiquement, moi je sais, moi ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Si je retouche une clope aujourd'hui, je sais que je vais me mettre en danger et que ça va justement relancer le craving. Le cerveau se rappelle toute sa vie de son addiction, toute sa vie. Ça veut dire que quelqu'un qui est alcoolique, s'il reboit 30 ans après, il réactive les capteurs et boum badaboum. Alors ça veut pas dire que tout est foutu parce qu'il faut quand même arrêter de dramatiser. D'ailleurs, je parle rarement de rechute parce que j'aime pas ce mot-là, ça fait tout de suite un caractère un peu dramatique. Je parle d'accident de parcours, mais pour autant, quelqu'un qui reconsomme un produit des années plus tard, c'est souvent une catastrophe parce que c'est comme s'il avait consommé la veille. C'est vraiment le craving et de nouveau, boum, la prison se remet autour. Par contre, effectivement, à partir du moment où tu arrêtes les produits, là, ça dépend un petit peu aussi du nombre d'années où la personne a consommé le type de produit. Mais en général, arrivé 3-4 mois, les gens même au bout d'un mois, quelqu'un qui a arrêté l'alcool au bout d'un mois est vachement bien. Au niveau du temps, au niveau de plein de choses. Et au niveau psychologique, ça va très vite. Donc ça, c'est ce qui est encourageant aussi dans les gens qui arrêtent les produits, c'est qu'ils voient quand même des effets bénéfiques très rapidement. Et les gens qui rechutent, effectivement, c'est sur tous les produits, c'est soit tout de suite parce que y a des manques qui sont trop importants, ou c'est soit longtemps après parce que justement le circuit hormonal s'est remis en place, on se sent vachement plus fort, on se dit bon maintenant je vais maîtriser, et puis boum, non, malheureusement ça marche pas comme ça. Donc ce que tu dis, c'est qu'une addiction, on peut pas vraiment la soigner, en fait, on peut juste la contrôler, je veux dire on peut la soigner, on ne peut pas la guérir. D'accord, ok. Voilà. Okay. C'est pas ce que je dis, mais je le dis pas comme ça, mais pour autant, c'est une réalité et qu'il faut comprendre pour justement. Mais à partir du moment, par contre, où les gens se sont libérés de ça, quand les gens justement ont un projet de vie et ont une vie cadrée, qu'ils ont compris certaines choses, après ils sont tellement heureux que finalement, voilà, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus besoin des produits, c'est surtout ça. Notamment des gens qui utilisaient de l'alcool. Ce qu'on appelle en binge, c'est une vraie dépendance, c'est-à-dire une consommation régulière mais très massive. Et c'est des gens souvent qui me disent après, je profite vachement mieux de mes soirées sans alcool finalement. Quand je vois la tronche de mes potes qui sont bourrés, je me dis que j'étais pitoyable et il se passe d'autres choses. Voilà. Mais c'est tout un cheminement. Et après, par contre, moi mon discours, c'est pas de dire oh là là, faut pas boire, faut pas fumer, c'est ridicule, ça n'a pas de sens parce que ça boire un coup avec des potes, ça a du sens. C'est différent, mais est-ce que personne n'est à l'abri? C'est-à-dire, si j'ai jamais eu de soucis de ma vie, avec mes parents ça se passait bien, avec la famille ça se passait bien, j'ai jamais eu de gros soucis, que ça soit emploi ou peu importe. Est-ce que je suis vraiment à l'abri ou je peux me faire attraper par la patrouille? Ouais. Ça te saute pas dessus quand même, mais non, personne n'est à l'abri, parce que alors autant il y a des gens quand ils vous racontent leur vie, vous dites tout là, c'est incroyable quoi. Il y a des gens qui sont poursuivis quoi. Mais par contre, moi j'ai beaucoup de gens, alors je suis beaucoup de cas de sup ou de chefs d'entreprise qui sont dans la cocaïne parce que c'est la drogue de la performance par excellence, et puis qui me disent à bout d'un moment qui se posent, qui disent, moi j'ai jamais eu de soucis dans ma vie. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, tout le monde est en bonne santé, j'ai la super maison, pourtant ça se passe pas bien. Mais en fait aussi, tout au long de sa vie, finalement, on accumule des expériences plus ou moins bonnes. Et on n'est pas forcément passé par des gros traumatismes, mais le cerveau fait souvent un blackout pour vous protéger. Mais en fait, ça monte, ça monte, ça monte. Difficulté à gérer ses émotions, en fait, ça reste un peu là. Et c'est l'intérêt de l'hypnose aussi, c'est qu'on fait un peu le nettoyage de tout ça et tout ce qui s'est accumulé. Et des gens qui ont du mal à gérer ses émotions, des gens aussi qui finalement une vie intéressante, mais qui ont du mal à vider leur sac. C'est souvent des gens qui sont très intérieurs, qui ne disent jamais quand ça va pas, ou à un moment donné, ça s'accumule, et c'est souvent là qu'on a recours au produit. Et puis, comme je vous l'ai dit, la faute n'a pas de chance aussi. C'est un vrai facteur héréditaire, un vrai capital génétique.
Et aussi, est-ce que l'addiction peut rendre vraiment surémotionnelles les personnes? Enfin, j'ai tendance à croire que quand on est addict, on peut vraiment réagir de façon excessive, dans certains cas, plus que des gens qui ne seraient pas addicts. Je sais pas si c'est vrai, mais je demande si dans ce cas-là, ça pourrait l'être, si on est vraiment addict à quelque chose et que on nous l'enlève ou que peu importe. Bah, disons qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, donc, un des traits communs des personnes addictes, c'est d'avoir des difficultés à gérer les émotions. Et c'est quasiment tout le temps des gens qui sont un peu dans l'excès. C'est des gens qui sont entiers, souvent, avec le bon côté des choses, parce que c'est des gens qui sont souvent hyper intéressants, qui font des choses, mais qui parfois, voilà, et y compris dans leur consommation de produits, des gens parfois qui recherchent un peu toujours leurs limites. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils testent une addiction, et puis au bout d'un moment, ça ne fait plus rien, donc ils tournent sur autre chose. Et on voit beaucoup de ces gens-là qui font tout le tour des produits un petit peu, hein, et qui vont après chercher des médicaments pour vivre des expériences. Hein, c'est un petit peu ça. Une façon aussi pareil, de se dire que c'est des gens qui se sentent un peu éteints de l'intérieur, et de cette manière-là, voilà, ça pique un peu le corps, quoi. C'est chercher la sensation. Et puis après, on a des gens, c'est des vrais chimistes, hein. C'est des gens qui vont prendre un peu d'héroïne pour aller mieux, mais comme ça les endort un peu, ils prennent un petit shoot de cocaïne, boum, et puis après, ils prennent un petit extra, et puis voilà, je pense que tout addictologue a fait l'expérience d'avoir quelqu'un qui était sous héroïne ou sous alcool, qui était complètement lymphatique. Vous le voyez un mois plus tard, il est super bien, vous dites putain, génial, il s'en est sorti. Non, en fait, c'est juste qu'il est sous cocaïne. Donc, vous voyez, c'est des vrais chimistes, parfois. C'est quoi les clés pour s'en sortir? Bah, les clés, c'est vraiment à partir du. Moi, j'appelle ça le déclic, quoi. On peut pas dire autre chose. C'est qu'à un moment donné, quand les gens comprennent que ça les emmène dans le mur et que maintenant ils doivent arrêter, pour eux, bah, en général, ça arrive à marcher. Mais ce qui est voué à l'échec, souvent, c'est quand les gens veulent le faire parce que le conjoint met un peu la pression, ou typiquement, on est même sur des choses moins graves. Mais par exemple, la cigarette, quand j'ai quelqu'un qui me dit j'arrête pour les 10 ans de mon fils ou de ma fille, oulala, en général, c'est compliqué. Parce qu'il faut le faire pour soi, ça, c'est vraiment une des règles de base. Mais la rechute fait quasiment tout le temps un peu partie du processus. C'est assez rare, finalement, que quelqu'un s'arrête et puis qu'il n'y ait pas de rechute. Mais par contre, ce que je dis aux gens, c'est qu'on ne revient jamais au point de départ. On fait son circuit et puis après, on a un incident et puis on repart. Mais voilà. Après, il y a des parcours de vie qui sont. Moi, je connais quelqu'un qui avait fait 15 cures, qui buvait de l'alcool à 90, qui maintenant est sorti et est chauffeur de taxi, donc ça va super bien. Donc là, on est dans un cas extrême. Mais cette personne, à un moment donné, elle a puisé la ressource. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a fait tilt? C'est compliqué. Mais voilà, un jour, elle a dit ça y est, stop, j'arrête. Et puis ça s'est super bien passé. Et si on veut être un peu préventif, comment on fait pour éviter de tomber là-dedans? Si je sens que je peux avoir potentiellement une tendance à prendre un mauvais penchant, comment je peux faire pour endiguer un peu ça? Bah, je crois qu'en fait, une des clés, c'est d'en parler, en fait. À mon avis, moi, j'ai beaucoup de gens aussi qui sont, en fait, qui n'ont pas réellement développé d'addiction, mais ils se sentent borderline quand même, parce qu'ils disent, bon, je ressens des fois, j'en ai quand même besoin, ou quand j'arrive le soir, des fois, bah, ça m'arrive de me taper un apéro tout seul, donc ça me questionne. Et le fait d'en parler aussi, de dédramatiser, bah, après, quand on explique aux gens que finalement, bah, c'est peut-être qu'il y a un petit problème anxieux réglé, qu'il y a ci, il y a ça, on fait un accompagnement personnalisé. En général, les gens régulent ou ils arrêtent, ou voilà. Après, quelqu'un qui a vraiment basculé dans l'addiction, ben, il faut quand même arriver à un cheminement qui fait que la personne n'en touchera plus du tout, parce que sinon, c'est trop risqué pour elle. Mais voilà, après, je pense que vraiment, et si on revient au milieu étudiant, c'est un peu le message à faire passer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu bois, tu fumes pour faire la fête, bah, y a pas de souci si tu fais attention, que tu conduis pas, ou voilà. Par contre, si tu ressens que tu en as besoin et que bah, le reste de la semaine, bah, tu as envie de boire, bah, là, attention, peut-être que tu es en train de faire quelque chose. Si tu te prends des cuites trop régulièrement, alors il faut peut-être faire attention, parce que ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, tu as besoin de t'anesthésier complètement et qu'il y a un truc qui va pas. Et puis voilà, il n'y a pas de règle, malheureusement. Hein. Il n'y a pas de formule magique, mais je pense après, c'est de la bienveillance entre potes, et voilà. Mais moi, j'ai des tas d'exemples de potes qui se sont arrêtés tous en même temps parce qu'il y en a un qui, dans le groupe, était complètement menacé. Ils ont dit, bon, bah, attends, c'est mon pote, maintenant, bah, voilà, on arrête.
quelle connerie. Mais après, voilà, il faut se faire son expérience et on raisonne pas à 20 ans comme à 30, comme à 40, etc., etc. Il faut toujours dédramatiser, par contre, ça, c'est sûr. Pas culpabiliser, dédramatiser, et puis voilà, quoi. Tout à l'heure, tu parlais des rechutes, comme quoi c'était presque inévitable, enfin que majoritairement il y avait une rechute dans le principe de traitement de thérapie. C'était que pour la cigarette ou c'est pour toute substance confondue? Non, c'est pour tout, oui, c'est pour tout. Mm. Alors la rechute, c'est pas. D'ailleurs, en fait, la majeure partie des gens, y compris sur des drogues qu'on dit un peu dures, finalement s'en sortent tout seuls et sans aucun soin. Donc, en fait, c'est la majeure partie des gens. C'est compliqué, hein, parce que mais il y en a qui arrivent à trouver cette ressource-là. Après, oui, quand on fait des thérapies, la rechute, elle est quand même assez fréquente. Mais il y a pas de produit vraiment, je pourrais te dire. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des produits qui sont quand même plus addictogènes. Alors, la cigarette en fait partie, hein, c'est une des substances les plus puissantes au monde parce que quand tu fumes en moins de 5 secondes, c'est au cerveau, quoi, la nicotine. Donc, c'est typiquement un truc qui rend très addict. Mais voilà. Après, par contre, il y a certaines substances comme tout ce qui est opiacé, l'héroïne. Il y a des produits de substitution. Vous avez entendu parler, hein, Subutex, méthadone, etc. Donc, ça permet de faire un lien. Il y a d'autres produits comme la cocaïne, il n'y a pas de produit de substitution. Donc, et c'est toute la difficulté aussi des médecins, c'est que parfois le craving ou la descente de la cocaïne est super forte. Donc on leur donne des médicaments, typiquement des benzodiazépines pour aller mieux, mais ils deviennent dépendants des benzodiazépines, etc., etc. Donc tout ça c'est difficile. Et puis il y a aussi un truc qui est super important, c'est l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de mauvais thérapeutes, mais il y a des gens qui disent moi je suis allé voir un psy, c'est un connard. Ça va mieux avec vous, et puis il y en a d'autres qui disent certainement celui-là, qu'est-ce qu'il est con, je suis allé avec un autre, et peu importe. Mais il faut avoir une accroche avec son thérapeute, ça c'est une des clés aussi, hein. Parce que si on a confiance, si on se sent bien et que voilà, on avance. Par contre, si voilà, par exemple, il y a des gens qui vont voir des psychiatres et le côté psychanalyse freudienne, ça leur va pas du tout parce que c'est très passif et ça les met en insécurité. Ils préfèrent avoir un contact direct, comme je peux faire moi. Ou voilà, en fait, il y a des gens qui vont préférer une femme, un homme, et voilà. Et chez les ados, par exemple, le lien thérapeutique est très important parce que si le gamin vous le braquez, c'est foutu, quoi. Donc voilà, c'est aussi un travail d'alliance. Et par exemple, tu parlais d'adolescents, là, pour ces patients-là, c'est souvent leurs parents qui t'ont demandé ou c'est eux qui ont fait leur propre démarche? Non, en général, alors des ados, pour te dire, j'en ai pas fréquemment, hein, mais ça vient toujours des parents, effectivement. Ouais. Et c'est toute la difficulté, parce que aussi, quoi. Quand ils arrivent contraint et forcé, après, il faut arriver à en faire quelque chose. Alors après, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Et puis parfois, lorsque vous entendez, lorsque c'est un mineur, au début, je prends les parents avec, c'est normal. Et quand vous entendez le discours des parents, finalement, vous n'avez qu'une envie, c'est de dire au gamin, barre-toi et je vais m'occuper de ton père, parce que c'est lui qui a un petit problème quand même. Parce qu'il se joue des choses, je dis pas tout le temps, je vais pas culpabiliser les parents, mais voilà, donc c'est toute la difficulté, parce que là, finalement, on fait une thérapie, et on peut pas faire fi de la personne mineure, on peut pas faire fi des parents, mais on sent qu'il y a des interactions familiales qui sont très très difficiles, et c'est pas simple, hein, les adolescents. On en a beaucoup qui viennent aussi pour des pseudo-addictions aux écrans. Alors en fait, les gamins, de toute façon, pas que les gamins d'ailleurs, mais tout le monde est sur son écran. Enfin, moi qui suis un ancien combattant, la dernière fois j'ai pris le métro à Lyon, j'étais effaré de voir tous ces gamins qui étaient avec leur portable comme des zombies. Et il y avait un petit vieux qui voulait s'asseoir et personne n'avait vu qu'il y avait un petit vieux. Et moi qui étais le deuxième plus vieux du bus, je me suis laissé ma place. Et je me suis dit, ces gamins, mon Dieu, ils sont toujours sur leur portable. Et des fois, il y a des parents qui me les amènent en disant, mon fils est addict aux jeux vidéo. Et en fait, il n'y a pas du tout d'addiction. C'est que les parents les font chier, quoi. Et que, en fait, il faut juste rétablir des relations familiales. En fait, il n'y a pas du tout de dépendance développée. Et les dépendances aux écrans, en réalité, elles sont relativement rares. Mais après, on arrive à rebondir là-dessus et à faire un super travail. Comme souvent, j'ai aussi des personnes qui viennent nous voir pour l'hypnose pour la perte de poids. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit qu'elles viennent totalement pour autre chose. Et là, on peut faire une belle thérapie. Et puis après, il y a la perte de poids. Ça, c'est la stratégie. C'est comme le commerce, c'est la stratégie. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a des nouvelles addictions? Je sais pas si il y a des nouvelles addictions qui font surface aujourd'hui, sans parler de drogue ou autre. Est-ce que toi, tu constates par ton métier aujourd'hui qu'il y a des nouvelles addictions qui apparaissent au fur et à mesure que le temps... Ouais, il y en a tout le temps en fait des nouvelles addictions. Et
parce qu'il n'y a pas de société sans drogue. Et de tout temps, il y a eu des addictions. Et bah là, par exemple, en ce moment, c'est du protoxyde d'azote, par exemple. C'est des gens qui se prennent les siphons, les gaz pour les siphons de cuisine. C'est un gaz hilarant, donc il fait des ravages pas possibles et qui développe des dépendances là-dessus. Mais en réalité, à partir du moment où on arrivera peut-être à venir à bout d'une drogue ou qu'elle sera un peu éteinte, il y en aura une autre. Et voilà, hein, ça a toujours été. Il n'y a pas de société sans drogue de toute façon. Je pense qu'une des addictions qui est peut-être la plus préoccupante, c'est quand même l'addiction aux anti-inflammatoires, enfin aux opiacés, parce que des gens qui sont justement sous tramadol, lamaline, tous ces produits-là, qui développent des grosses dépendances, les médecins s'en aperçoivent pas, ils vont faire 15 pharmacies pour avoir leur dose. Aux États-Unis, alors là, c'est une drogue qui fait là, il y a des overdoses pas possibles. Aux États-Unis, les gens arrivent à prendre des médicaments vétérinaires pour les hippopotames, et quand ils font des overdoses, quand la police les touche, avec le fait de la sudation, les policiers font aussi de l'overdose. C'est un truc de malade. Et tous les policiers aux États-Unis ont un antidote, c'est une seringue, hein, parce qu'il y a un antidote quand on fait une overdose aux opiacés, et tous les flics aux États-Unis ont une seringue au cas où, quoi, parce que c'est le fléau là-bas, et il y en a beaucoup en France. Et pareil, c'est souvent avant que les gens consultent, il y a un spécialiste à Grenoble, entre autres, un professeur de Mathéis, qui ne traite que ça, mais ça, je pense que ça va vraiment être un mal du siècle, l'addiction aux médicaments. En fait, quand on regarde les consommations depuis 50 ans, tout a diminué parce qu'on fait quand même de la prévention depuis longtemps, donc ça apporte quand même ses fruits. Et en 81, on pouvait encore jusqu'en 81 servir du vin rouge à la cantine. Donc aujourd'hui, ça paraîtrait incroyable. Le gamin de 14 ans, il a son petit litron de rouge. Et voilà, donc on a évolué là-dessus, heureusement, et du coup, toutes les consommations ont diminué en 50 ans, toutes, sauf la consommation d'alcool chez les jeunes, qui est là en binge 8. Et effectivement, moi, j'ai regardé ma consommation quand j'avais 20 ans, donc il y a 25 ans, on avait plutôt tendance à boire des alcools plutôt doux, plutôt de la bière sur du long terme. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans l'alcool fort et avec des cuits très rapides. Je sais pas, vous, vos soirées, comment ça se passe? Bah, c'est plutôt ça, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est plutôt alcool fort. Enfin, pour ma part, en tout cas. Mais ouais. Oui, c'est vrai qu'on est enregistré, je peux pas trop. Non, mais voilà. C'est un vrai enjeu, la consommation chez les jeunes, parce que au-delà du risque de dépendance, il y a des décès très fréquents parce que quelqu'un qui fait un coma éthylique et qui se vomit dans les bronches, qu'on appelle Mendelssohn, on meurt par noyade. Il y en a beaucoup, hein. Donc, perdre la vie pour ça, c'est vrai que c'est terrible, quoi. Il y a beaucoup d'accidents. Puis, il y a beaucoup aussi, si on regarde un peu la criminologie, c'est intéressant. On s'aperçoit que dans une très grande partie des cas criminels, il y avait toujours une substance, enfin toujours, il y avait des grandes parties, il y avait soit des gens qui étaient sous cannabis, soit sous héroïne, soit tout ce que vous voulez, ou alcool, c'est très fréquent, les meurtres sous alcool. Ça marche. Est-ce que vous avez encore des questions, les gars? Bah écoute, non. Moi, j'en ai une petite dernière, c'est parmi tous les patients que tu as rencontrés, est-ce que tu as des expériences vécues qui t'ont plus marqué et savoir aussi si l'hypnothérapie, dans ces cas-là, un peu extrêmes, permet vraiment d'avoir des bénéfices sur l'individu, on va dire? Bah, si je te disais non, je vendrais pas bien ma pratique, mais il y a des belles victoires, ouais, parce qu'il y a des personnes, y compris des gens qui partent de loin, on fait des allers-retours, et puis finalement on les voit 2-3 ans après. Ça c'est génial. Moi j'ai des gens qui m'envoient des mails ou des cartes de vœux. Enfin, franchement c'est hyper émouvant parce qu'on se dit là ça a du sens, le métier a du sens. Après des gens n'y arrivent pas, quoi. Et il faut aussi, mais ça c'est dans toutes les maladies, il faut savoir aussi reconnaître ses limites. On n'est pas Dieu et il y a des gens qu'on ne sauvera pas. Malheureusement, il y a des gens qui sont morts aussi et qu'on ne sauve pas. Voilà, c'est comme ça. Après, je pense ce qu'il faut dire aussi, on parle du Covid en ce moment, forcément, il y a eu 90 000 morts, mais le tabac, c'est 80 000 morts par an et l'alcool, c'est 50 000. Donc, tu vois, quand tu fais l'addition, ça, c'est tous les ans et on en parle moins que le Covid. Alors, des conséquences directes ou indirectes. Mais la réalité, c'est que le tabac, la clope, le cannabis, tout ce que tu veux, ça donne des maladies de la tête aux pieds, quoi.
Donc voilà. Et c'est pour ça que moi je trouve vraiment important que les professionnels de santé puissent avoir l'échange qu'on a ce soir, parce que c'est comme ça finalement qu'on combat les choses et que voilà. Et il y a beaucoup de gens, je sais, je m'amuse à faire je fais des vidéos sur YouTube, des fois où je parle de produits, et c'est arrivé des gens qui me disent, en fait, en écoutant ça, je dis, mince, en fait, je suis pas tout seul et je comprends ce qui m'arrive. Et rien que ça, c'est génial, parce que voilà, au moins ça a du sens. Ça marche. Comment on peut te retrouver sur YouTube? Écoute, tu tapes cabinet Yann Botrel et j'ai une chaîne YouTube, j'ai Facebook et j'ai un site internet. Donc, faut pas hésiter aussi s'il y a des questions, il y a des formulaires de contact, je y répondrai volontiers. Et voilà, tu tapes Yann Botrel sur YouTube, tu me trouves. Ok, ça marche. Est-ce que pour conclure, il y a un dernier point sur lequel tu aurais voulu passer, ou on est passé un peu vite? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux rajouter, Yann? Non, écoute, l'échange était super intéressant parce que voilà, on a balayé beaucoup de choses et si ça vous a permis de clarifier certains trucs, c'est top. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce, et puis c'est surtout de la bienveillance, de faire attention aux gens qui sont à côté. Et quand il y a quelqu'un, on sent qu'il est limite, faut arriver à lui dire en fait en service. Bien souvent, il y a des gens aussi qui me disent, moi je vais arrêter, et souvent la crainte des gens qui vont arrêter l'alcool, c'est de dire, mais moi qu'est-ce que je vais dire quand tu vas me proposer un verre? Bon, des stratégies, je t'en trouve 15 000 pour refuser, j'ai un problème de santé en ce moment, etc., etc. Et puis il y a des gens qui posent ça sur la table et qui disent à leurs proches, écoutez, moi je me sens en danger avec l'alcool, donc j'arrête. Bien souvent, leurs potes, ils disent, on le savait. Donc c'est vachement bien ce que tu fais. Et du coup, la personne se sent beaucoup plus forte. Il y a des faux amis qui s'en vont, il y a les vrais amis qui restent, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'alcool, tout au long de leur parcours, ils se sont fait des potes de bistrot. Et ceux qui vous emmènent dans le mur souvent se barrent, et puis on reconstruit différemment. Et puis parfois aussi, il y a des divorces, parce qu'en fait, il y a le conjoint qui est ravi que le conjoint est arrêté, mais sauf qu'en fait, il connaissait pas sa femme et son mari parce qu'il était tout le temps sur drogue. Et quand ils font la vraie connaissance de leur mari et de leur femme, en fait, ça colle pas, ils divorcent. Ça peut arriver. Parce qu'en fait, ça change complètement. Et quand on est sous drogue, ou quelle qu'elle soit, on n'est pas du tout le même, en fait. On se connaît pas. Ça marche. Merci pour ce mot d'encouragement. C'est vrai que c'était un peu malheureux parce que la plupart des couples, au contraire, justement, revivent beaucoup mieux. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a des gens. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a fumé depuis l'âge de 12 ans du cannabis. Et comme le cannabis reste 24 heures dans le corps, depuis l'âge de 12 ans, il en a à peu près 40 aujourd'hui. Il n'a jamais passé une seule journée sans être sous cannabis. Et quand il a arrêté, donc 30 ans sous cannabis, vous imaginez, et quand il a arrêté, il a dit, je sais enfin qui je suis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Plutôt que pas le divorce, t'as raison, c'est pas très. Voilà, super. En tout cas, merci pour cet échange, Yann. C'était hyper instructif. J'ai appris pas mal de choses, donc je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. Ouais, merci beaucoup, Yann. C'est vraiment super. Après le Covid, je viendrai sur Nantes, voilà, comme ça on se verra de visu. Avec grand plaisir. Autour d'un verre. Donc, c'est pas interdit. Ça marche. Écoute, merci beaucoup, Yann. Et puis voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi ce petit podcast. On espère que ça vous a plu. On a d'autres thèmes qui sont en préparation, vous saurez très vite dans vos boîtes mail. Donc voilà, merci à tous, merci à Yann, et puis vive Micuit. Voilà. Merci Yann, merci à tous, bonne soirée.